il faudrait dire, il n'y a pas les philosophes, mais des philosophes. Et parmi les philosophes qui existent actuellement, il y a très peu de philosophes technophiles. Très très peu, première chose. Deuxième chose, parmi les philosophes technophiles, ou parmi les philosophes au sens large du terme, il y en a très peu qui connaissent la technique. Parce que par exemple, Théories anatomiques, j'ai été obligé de beaucoup lire. Et c'est un gros travail. C'est-à-dire que je me suis dit, je me suis posé des questions que les médecins ne pouvaient pas résoudre. Enfin, j'avais des amis médecins, je disais, mais à partir de quel moment, dans un fœtus par exemple, il y a une réaction, une interactivité entre le système nerveux et le reste du monde? À partir de quel jour? Mais on ne sait pas, je ne sais pas quelle question. Donc j'ai lu des traités d'embryologie, je me suis dit si je faisais médecine, il aurait bien fallu que je lise ces choses-là. Donc voilà, donc ça a été un gros travail. Vous savez qu'il y a beaucoup de philosophes parfois qui soit travaillent lentement, soit travaillent pas beaucoup, soit travaillent de seconde main, soit compilent en faisant des livres avec des livres et font des livres de bibliothécaires, je dirais, en disant, mais quand on pose une question concrète, en disant ça c'est une question concrète, à partir de quand peut-on dire que dans du vivant il y a de l'humain? C'était ma question, pour pouvoir justement penser la question de la transgénèse, de l'avortement thérapeutique, des cellules souches, voilà. Parce que quand les chrétiens disent ah mais non, on est sur une personne puisqu'on est sur une personne potentielle. Oui, mais enfin, il faut faire la critique de la personne potentielle. Moi, je suis un mort potentiel, mais enfin pour l'instant bien vivant. Donc oui, je serai mort un jour, mais à partir du mort potentiel que je suis, il ne faut pas me considérer comme un mort tout de suite. Donc l'idée qu'on puisse dire la cellule, le fœtus, c'est une personne potentielle. Oui, personne potentielle, c'est vrai, sauf qu'une personne potentielle, c'est pas une personne réelle. Donc il fallait penser ces questions-là, avec pour le coup des traités d'embryologie, avec des réflexions extrêmement concrètes. Donc ça veut dire que si on veut penser la question des nanosciences, des nanotechnologies, de toutes ces choses-là, il faut retravailler, il faut repenser. Ou la question d'Internet, par exemple, ou de l'écran, de la civilisation de l'écran. L'idée qu'aujourd'hui, le virtuel est plus réel que le réel, et que nombre d'enfants ont passé beaucoup plus de temps dans leur vie devant l'écran d'un téléphone portable, d'un ordinateur, d'une télévision, d'une console de jeu, que devant un livre. Par exemple, avec la télévision, l'idée qu'on vous fabrique des séquences qui vont extrêmement vite, et l'idée que le cerveau, comme il est formaté, le dressage neuronal fait qu'on ne peut plus aujourd'hui faire une longue phrase avec ses incises, avec une grammaire qui serait correcte et qui permettrait de dire des choses précises, parce qu'il faut être binaire, paf, 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 et aller très vite. Donc tous ces travaux qu'on est susceptible de mener quand on est philosophe sur des domaines scientifiques font que la science est tellement pointue, précise, qu'il faudrait faire un gros travail de scientifique. Quand Descartes écrit, il fait de la philosophie, mais il est au point sur la science. Quand Gassendi écrit, il est au point sur la science, et Gassendi il est capable de trouver des lois d'optique qui sont toujours des lois justes. Est-ce qu'aujourd'hui un philosophe de tout de suite serait capable de découvrir quelque chose qui en science puisse faire la loi encore dans 3 siècles? C'est impensable. Les savoirs sont devenus tellement techniques en matière de science que le philosophe, déjà, il a un travail important à faire. Donc quand on a des gens qui, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est François Dagonier en France, et qui a une formation de médecin, et puis une formation de philosophe, et qui pense les questions de médecine, justement, génie génétique, euthanasie, etc. Là, on se dit, voilà la voie qui est donnée par un personnage comme ça, mais ils sont minoritaires. On a plutôt, aujourd'hui en France, soit des gens qui ne disent rien sur ce sujet-là, soit des gens qui sont des technophobes. Et les technophobes, à la Finkielkraut, ou enfin qui sont des individus qui vont brandir Ancionas et le principe responsabilité, qui est le grand livre qui empêche les philosophes d'être technophiles aujourd'hui, parce qu'on repense toujours ces questions-là à la lumière ou à l'ombre, c'est comme on voudra, mais de la bombe atomique, d'Auschwitz, des camps de la mort, et on dit mais la science c'est ça. La science c'est ça. Ancionas, il connaît ça, c'est un juif qui connaît cette période-là, donc on a une génération de philosophes qui considèrent que la science, la technique, c'est la Shoah. Et on ne peut pas se défaire de cette idée fausse mais vraie. C'est vrai qu'il y a une partie de la science qui rentre dans le processus de la Shoah, mais quelle science? Et comment? Et de quelle manière? Et est-ce que ça doit discréditer le restant de la science? Donc l'idée que développe Ancionas du principe responsabilité qui suppose ce qu'il appelle une heuristique de la peur. L'heuristique de la peur chez Jonas, c'est faisons peur aux gens parce que même si on a tort de leur faire peur, au moins ils éviteront de commettre des erreurs. Et il faut une heuristique de la peur.
peur. Moi je dis il faut plutôt une heuristique de l'audace. Parce qu'avec une heuristique de la peur, quand on fait peur à des adultes, on les traite comme des petits garçons. Aux petits garçons, on dit tu vas pas mettre n'avance pas ici, parce que moi quand j'étais petit on me disait il faut pas aller au bord de l'eau parce qu'il y a une dame qui est toujours dans l'eau qui prend les petits enfants par les, on appelait ça la mère tire-pattes, qui me tire par les pattes, et donc c'était une heuristique de la peur. On faisait peur aux enfants pour qu'ils ne fassent pas ça. Bien pour les enfants, mais les adultes, on s'adresse à eux intelligemment. On leur parle, on leur explique. On leur dit, par exemple, les nanotechnologies. Voilà ce que sont les potentialités des nanotechnologies. C'est extraordinaire. Simplement, si vous expliquez rapidement que si je passe moi avec un aérosol dans la salle et que je bombe tout le monde avec un aérosol et que dans cet aérosol il y a des nanotechnologies, enfin qui sont susceptibles d'être inhalées par les gens, et qu'à l'intérieur de ces nanotechnologies j'aurais une espèce de programme qui me permettrait de piloter ces gens-là. Vous imaginez un peu le délire? Vous dites effectivement les nanotechnologies c'est aussi ça. C'est donc la possibilité d'emmener une chimiothérapie sur le site même d'une tumeur, mais c'est aussi la possibilité, pour des docteurs Folamour, de vaporiser, et encore, je peux vaporiser moi, et tout le monde me verra vaporiser, mais on peut le faire sans que les gens voient. On peut, dans les gaines qui circulent là, balancer des nanotechnologies que les gens inhalent et les piloter, parce que dans les nanotechnologies, donc effectivement, il y a des craintes. Est-ce qu'au nom de cette crainte-là, on doit s'interdire les nanotechnologies en tant que telles? Les technophobes disent oui. Le technophobe, systématiquement, il voit le pire. Vous avez un téléphone portable, immanquablement, il y a des ondes et ça vous fait des cancers du cerveau et des tumeurs du cerveau. Vous avez des antennes pour communiquer, on vous dit immanquablement, ça fait des choses comme ceci, comme cela. C'est la pensée magique. C'est aussi la pensée magique. Récemment en France, il y a eu un truc qui m'a assez plu. Il y a une famille qui est venue se plaindre en disant que depuis que le réseau avait été installé, un réseau téléphonique avait été installé, ils avaient des démangeaisons, des boutons, des migraines, des nausées, des problèmes, et qu'effectivement il fallait arrêter ça. On leur a juste dit que le réseau n'était pas branché. Donc de fait, les gens qui disaient que le réseau qui n'était pas branché produisait ce genre d'effet sur eux étaient dans une logique de pensée magique. Alors il ne faut pas dire que ça n'avait pas lieu, simplement il y avait une espèce d'autosuggestion de la part de ces gens-là qui étaient là. Donc si vraiment on voulait éduquer le grand public, voilà pourquoi moi j'ai créé une université populaire où il y a un enseignement de bioéthique, parce qu'on enseigne avec tout le monde en disant on va poser les questions parce qu'il faut réfléchir à ces questions-là et ne pas laisser ces questions-là aux techniciens, parce que ça concerne tout le monde. Si on laisse la technique aux techniciens, on sait très bien que pour travailler ils auront besoin de brevets, ils auront besoin d'argent, et que la technique sera aux mains du libéralisme, du capitalisme, de l'argent, des profits, des bénéfices, donc le contraire de la morale. On le sait bien. Si en revanche on dit voilà, il y a une éthique, la fameuse phrase de Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si on a une science sans conscience, de fait ce sera ruine de l'âme. Si on a une conscience avec des philosophes qui sont vraiment des philosophes, et pas des gens qui font semblant, qui donnent des leçons sans avoir travaillé, sans avoir recherché, et qui jouent la morale, la vertu, la pudeur dans une société qui n'en a pas ou qui n'en a plus, si vraiment on travaille avec les techniciens, avec les scientifiques, avec les philosophes qui diront jusqu'ici on peut, jusqu'ici c'est tangent, au-delà c'est plus possible, et faisons tout ça ensemble. Et puis faisons des projets de loi. Les assemblées nationales c'est fait pour ça. Les commissions d'assemblée nationale ou au Sénat c'est fait pour ça aussi, pour réfléchir, pour faire de telle sorte que ces textes de loi, ces pensées-là, elles soient prises par les gens qui rédigent les textes de loi. Moi j'écris ce texte de bioéthique, pas un seul homme politique ne m'a dit ce serait bien qu'on se voit une heure, parce que mon parti, par exemple à gauche, moi je proposais une bioéthique de gauche, en disant les communistes, les socialistes, ou je ne sais quoi, auraient très bien pu dire ça nous intéresse, on voudrait réfléchir sur ces questions-là. Jamais, pas de retour. Jamais, aucun intérêt. Donc je pense que vous avez raison, il faudrait que les philosophes soient plus actifs, plus présents. Simplement, il y a des philosophes dont il vaut mieux qu'ils ne soient pas trop présents, parce qu'ils sont aussi dangereux que des curés ou des bonnes sœurs. Mais ensuite, il faudrait vraiment qu'il y ait des vraies commissions de travail, avec des gens qui, sur des questions comme ça, nanotechnologie, neurosciences, dangerosité des ondes, OGM, par exemple, les gens aujourd'hui confondent les OGM et l'usage politique des OGM. Quand on dit les OGM, c'est dangereux. Il faut le prouver.
Il faut le prouver. Si on ne prouve pas, on est dans la pensée magique. On a dit que l'électricité était dangereuse quand on a inventé l'électricité. Donc on pourrait faire une histoire des grandes peurs. Il y a toujours des grandes peurs dès qu'il y a des nouveautés comme ça. Alors je ne dis pas que c'est pas dangereux. Je dis simplement